15h sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés dans l'édition d'aujourd'hui, de ce mercredi 15 octobre 2025. Le président de la République a présidé la première édition du Forum africain des journaux officiels à la Bibliothèque nationale et aux archives. Et Israël allège certaines restrictions à Gaza tandis que la crise humanitaire persiste. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Sous l'égide du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, Djibouti a accueilli ce matin la première édition de African Gazette Forum and Heritage à la Bibliothèque et aux Archives nationales de Djibouti. Ce forum africain sur les publications officielles et expositions du patrimoine documentaire du continent est un événement majeur organisé par le secrétariat général du gouvernement en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture. Ce forum s'est tenu pour la première fois à Djibouti et s'inscrit dans une dynamique nationale, régionale, mais aussi continentale de valorisation des sources administratives et historiques comme vecteur de transparence et de mémoire collective. Et après son arrivée, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a visité les différents stands d'exposition des archives publiques, la numérisation des journaux officiels, des documents rares et des supports retraçant les étapes cruciales de notre pays. Le chef de l'État était accompagné du secrétaire général du gouvernement, M. Almis, et a visité donc les stands d'exposition qui reflètent l'engagement du pays en faveur de la conservation et de la modernisation de ses ressources documentaires. Le chef de l'État a pu découvrir de près les efforts de différentes institutions du pays pour préserver l'héritage national à travers la numérisation et la préservation des événements cruciaux, des documents importants et également des journaux et des archives publiques essentielles pour assurer leur accessibilité et leur pérennité.
Et ce forum africain sur les publications officielles et d'exposition du patrimoine a vu la participation, outre du chef de l'État, des membres du gouvernement et plusieurs experts venus des pays africains. Au programme, échange d'experts, ateliers et expositions sur la préservation des archives publiques, numérisation des journaux officiels et transmission du patrimoine historique à l'ère digitale. Le forum s'inscrit dans une dynamique continentale de valorisation des sources administratives et historiques comme vecteur de transparence de mémoire collective. حقيقه ترسانو وانا قبت لحتكتين طبتو ابوه قديغي من ايوامي تياهو يبرواقي النبادي تالي طلابة هوري اقاد تنادو نبادوها طبتو ابوه قديغي من ايوامي تياهو يبرواقي النبادي تالي طلابة هوري اقاد تنادو نبادوها تكسموا عالنكينا يوم طلبانو قرنك وعن يا شرفكو تميداي طلابة هوري اقاد تنادو نبادوها تكسموا عالنكينا يوم طلبانو قرنك وعن يا شرفكو تميداي طلابة هوري اقاد تنادو نبادوها أدونكو أنتني يا عريب هيابا قلبوكو هياي
Et dans la série des interventions, nous écoutons tout de suite, dans un premier temps, le secrétaire général du gouvernement, donc M. Almis. Excellence, Monsieur le Président de la République du Djibouti, Monsieur le Premier ministre par intérim, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et les ambassadrices, honorables invités qui sont venus de 17 pays africains pour nous rejoindre aujourd'hui, chers collègues, cet événement qui, pour la première fois, rassemble des pays africains autour de leurs journaux officiels, s'inscrit au cœur d'un enjeu important, la gouvernance juridique au service de l'état de droit, la gouvernance juridique au service de la transparence et la gouvernance juridique au service de la confiance entre les acteurs publics et la société civile. Votre présence ici, nombreuse, témoigne de l'importance que nous accordons tous au droit et plus particulièrement à un droit sûr et à un droit accessible. Excellences, Mesdames et Messieurs, en publiant nos lois, en publiant donc nos décrets, nos arrêtés et nos actes administratifs, le journal officiel assure la diffusion des normes qui régissent notre société. Il rend le droit visible, il le rend fiable et il le rend opposable. À ce titre, il est un instrument de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Il est un vecteur d'intégration économique en sécurisant le climat et l'environnement des affaires et il améliore le travail des professionnels du droit et des administrations, tout en favorisant la recherche pour les chercheurs et pour nos étudiants. Le journal officiel est donc le reflet de la mémoire de nos institutions et il est le garant de notre sécurité juridique. Et comme toute mémoire, il nous faut le préserver et il nous faut le conserver. Malheureusement, comme beaucoup de nos archives, parfois, les journaux officiels ont été fragilisés par les outrages du temps ou par des conditions de conservation difficiles. La perte ou la détérioration d'une édition d'un journal officiel n'est pas simplement une perte matérielle, c'est la perte d'un fragment de notre histoire, d'un pan de notre mémoire. Cette problématique, elle nous est commune, à nous tous, à tous les pays africains, et il nous faut y répondre en adoptant de meilleures politiques d'archivage, en formant davantage nos personnels et en investissant dans des infrastructures adaptées, comme ce bel édifice, cet incroyable édifice qui est exclusivement dédié aux archives et qui abrite aujourd'hui nos travaux. Cet incroyable site, je l'ai souligné, héberge aussi aujourd'hui une magnifique exposition sur l'histoire de notre nation. Cette exposition va durer 1 mois et elle sera ouverte à tous nos enfants, tous les enfants de la République du Djibouti, et je tiens à saluer les ministres de l'Éducation nationale, visiteront cette exposition pendant 1 mois. Je remercie également le Président de la République pour son soutien constant concernant l'organisation. Donc pour son soutien constant concernant l'organisation de ce forum et de cette exposition. Et je félicite également la ministre de la Jeunesse et de la Culture, ses équipes, mes équipes aussi, qui ont œuvré vraiment de manière inlassable pour nous offrir, pour vous offrir ces trésors de notre passé. Avec des infrastructures comme ce site, nos textes sont mieux conservés et ils sont plus accessibles. Et pour les rendre davantage accessibles, il nous faut tirer parti des outils technologiques qui sont mis à notre disposition. Suivons également l'intervention de la ministre de la Jeunesse et de la Culture. Monsieur le Président de la République et chef du gouvernement, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. C'est pour moi une joie et un honneur exceptionnel de vous accueillir en ce haut lieu du patrimoine qu'est la Bibliothèque et Archives nationales, dont vous êtes l'auteur de sa création. Vous incarnez pour nous les protecteurs
et le visionnaire de notre culture. Et votre présence aujourd'hui, malgré votre agenda chargé, donne à cet événement une portée particulière et une solennité renforcée. C'est avec un grand plaisir que je souhaite la bienvenue à nos amis invités de notre continent commun, l'Afrique, qui nous honorent de leur présence pour partager avec nous cette riche rencontre panafricaine, ici à Djibouti, terre d'échange et de solidarité. Au passage, permettez-moi de remercier et de féliciter les initiateurs et organisateurs de ces grands événements fort enrichissants et impatiemment attendus depuis plusieurs jours. Et plus particulièrement, mes félicitations au secrétaire général du gouvernement et à son équipe brave et dynamique. Excellences, Mesdames et Messieurs, Djibouti, carrefour séculaire entre l'Afrique, le monde arabe et l'Asie, a toujours été un pont entre les cultures, les mémoires et les ambitions. Aujourd'hui, l'événement qui nous rassemble réaffirme cette vocation en associant dans un même élan la valorisation de notre patrimoine historique et la promotion d'une gouvernance numérique innovante. L'exposition Djibouti Héritage 2025, qui s'ouvre aujourd'hui aussi, n'est pas seulement un voyage dans le temps. Elle est un acte de transmission, un hommage au combat, au sacrifice et aux rêves de celles et ceux qui ont façonné notre nation. Des sultanats précoloniaux aux luttes pour l'indépendance, des souffrances du blocus aux espoirs de la République, cette exposition raconte l'histoire de résistance et de résilience de notre peuple. Une mémoire, si riche soit-elle, ne vaut que si elle éclaire l'avenir. Et c'est précisément la mission que nous assignons à l'exposition Djibouti Héritage 2025, construire ensemble un avenir de droits accessibles, de transparence renforcée et des connexions numériques partagées. Articulée autour de 6 grands volets thématiques, l'exposition montre la capacité de Djibouti à puiser dans son passé pour mieux bâtir son avenir. Elle retrace les grands moments de chemin fièrement parcourus, les étapes de la consolidation nationale, de l'essor des infrastructures stratégiques à l'ouverture diplomatique, régionale, continentale, internationale, universelle, et comment Djibouti, un petit pays à la diplomatie de géant, s'affirme aujourd'hui dans le monde comme un havre de paix et de stabilité et un exemple de prospérité. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à prière. C'était l'appel à la prière de l'As. Nous retrouvons la suite de notre édition. Nous étions donc à la Bibliothèque et Archives nationales lors de cette importante cérémonie. Première édition donc de African Gazette Forum and Heritage. Nous allons écouter tout de suite le président de la République. Mais d'abord, il faut rappeler que quelques 17 pays africains de l'Afrique donc sont venus participer à cet événement, Afrique anglophone et francophone, raison pour laquelle je vous propose d'écouter le chef de l'État dans un premier extrait, cette fois-ci en langue anglaise. الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Ladies and gentlemen, it is with a real sense of pleasure that I take part in this first edition of the African Forum. This feeling is all the greater as I share this day with our sisters and brothers who have come from all over Africa. To each and every one of you, I extend my warm greetings and sincere thanks. Your presence among us today is a gateway to our past and our history. I, therefore, invite you throughout this forum to immerse yourself in it further, as our fellow citizens will be able to do throughout this month in this hall dedicated to this exhibition. An exhibition that speaks of memory, history, sovereignty, and above all of encounter and exchange.
the true definition of our country. Djibouti, a land of encounter and exchange, cannot imagine its future without preserving its memory and history. We, therefore, had implemented several reforms and worked tirelessly to create the e-official journal. The objective was to raise awareness among citizens and decision makers alike that preserving our memory and documents is not a luxury, but an imperative necessity for consolidating our identity. Et poursuivant son intervention, le chef de l'État a remercié donc ses compatriotes africains de venir donc participer à ce forum, le premier du genre en République de Djibouti. Réécoutons le président de la République. Mesdames et messieurs, vous le savez tout autant que moi que le journal officiel est pour chacun de nos pays africains une partie intégrante de son histoire, le reflet de sa mémoire, le garant de son droit et de sa souveraineté. Et pourtant, pendant trop longtemps, la mémoire institutionnelle de nos États est restée confinée. Nos textes sont trop souvent restés inaccessibles à nos propres concitoyens et à nos chercheurs aussi. Notre continent, pourtant si riche en histoire, en tradition et en mémoire, n'a pas su conserver pleinement sa mémoire institutionnelle. Le journal officiel électronique de la République de Djibouti garantit à chacun de nos concitoyens non seulement un accès direct à la loi et à la réglementation actuelle, mais également à la réglementation antérieure. 125 ans d'histoire juridique sont numérisés et nous comptons aller plus loin en remontant la période des sultanats successifs qui ont jalonné notre histoire. Nous comptons également travailler sur la digitalisation des annonces légales et construire nos propres données. Le forum auquel vous participez aujourd'hui doit vous permettre d'échanger et de partager vos expériences afin d'apporter des réponses africaines à un monde en mutation rapide où les données sont devenues le cœur du pouvoir et le nouveau patrimoine des nations. Si vous voulez que nos lois soient pérennes et respectées de par le monde, il nous faut d'abord les respecter en améliorant la logistique, en protégeant la fiabilité des données, leur intégrité et en favorisant leur accessibilité dans l'espace numérique. Sur ce, je déclare ouvert le premier forum africain des journaux officiels. Poursuivant son intervention et s'exprimant cette fois-ci en langue somalie, en langue locale, le président de la République a indiqué, je cite, « C'est un jour où nous célébrons le fruit d'un lent héritage, un héritage que nous chérissons profondément et que nous souhaitons partager avec notre population, nos cœurs, nos esprits et nos souvenirs. Cet espace que nous inaugurons aujourd'hui est un lieu de mémoire, de savoir et de transmission. Ce que nous avons longtemps espéré devient enfin réalité. Ce jour marquera aussi une fierté supplémentaire, celle d'accueillir 17 pays africains venus découvrir à nos côtés ce que nous avons accompli, ce que nous sommes en train de bâtir et ce que nous souhaitons léguer comme patrimoine à notre peuple, savoir notre histoire. L'Afrique ne peut pleinement devenir elle-même que lorsqu'elle assume ses souvenirs, qu'elle se souvienne d'où elle vient, qu'elle sait ce qu'elle veut devenir. C'est à partir de cette conscience que notre continent peut rivaliser avec
le reste du monde et occuper la place qui lui revient. Par ailleurs, une personne qui ignore ses origines, qui ne connaît ni le parcours, ni les réalisations de ceux qui l'ont précédé, se trouve privée de repères essentiels. Et c'est pour combler ce manque que nous avons entrepris ce travail de mémoire. Et je crois sincèrement qu'aujourd'hui, nous avons franchi une étape importante. C'est le début d'un processus que nous permettra de préserver tout ce qui fonde notre histoire, notre mémoire collective et de montrer aux générations futures le chemin parcouru par leurs aînés, leur lutte et leur réussite. Ainsi se construira une chaîne de transmission continue, une succession harmonieuse entre le passé, le présent et l'avenir. Et c'est pour cela que nous avons convié aujourd'hui. Fin de citation. Voilà donc, c'était l'intervention du président de la République prononcée ce matin lors de cette cérémonie en langue somalie. Dans le reste de l'actualité, en marge du Forum mondial de l'alimentation et de la FAO, la délégation de la République de Djibouti, conduite par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, a paraphé un mémorandum d'entente pour la mise en œuvre d'un projet national d'aquaculture à Obok. Ce programme structurant, appuyé par la Banque mondiale, prévoit la création d'un parc marin en cage flottante visant une production annuelle de 18 000 tonnes de poissons sur 3 sites côtiers. Le projet, inspiré de modèles norvégiens, intégrera des bateaux de transport vivants et des unités d'alimentation automatisées, une usine de transformation en zone franche et une écloserie en mer Rouge, positionnant Djibouti comme un futur pôle régional de l'économie bleue. Il s'inscrit dans le plan directeur du secteur primaire 2026-2035 et le Penyassan afin de réduire de 30% la dépendance alimentaire nationale d'ici 2035. Avec le FIDA, donc, des discussions sont prévues sur le financement de projets liés aux énergies renouvelables, à la coopération des solidarités et à la résilience rurale. Et avec le programme alimentaire mondial, des échanges sont prévus sur le rôle stratégique de Djibouti comme hub logistique humanitaire régional et plateforme de distribution alimentaire pour la lutte contre la famine touchant plus de 300 millions de personnes, avec un accent mis sur le renforcement des filets sociaux face à la hausse de la vulnérabilité alimentaire. Suivant pour plus de précision l'intervention du secrétaire général du ministère de l'Agriculture. Nous sommes ici au siège de la FAO à Rome et aujourd'hui nous avons signé un mémorandum d'entente entre l'opérateur privé Willinghans, c'est un opérateur norvégien, et le ministre de l'Agriculture pour la mise en place d'une étude d'abord de faisabilité d'un grand projet d'aquaculture de 60 millions de dollars. Et l'étude de faisabilité a été financée par la Banque mondiale. Et aujourd'hui, c'est la première étape qui a été franchie. Et dans les 3 semaines, une équipe technique de Willinghans va se rendre à Djibouti. Ils vont visiter plusieurs sites et normalement, l'étude de faisabilité doit se focaliser dans la zone nord. La zone nord est propice à l'aquaculture. C'est un projet estimé à 60 millions de dollars pour une production de poissons de 18 000 tonnes. C'est un projet, si jamais c'est un PPP, c'est le gouvernement, les secteurs privés qui vont financer avec l'appui du SFI de la Banque mondiale. Et si jamais ces projets se réalisent, ça va permettre de créer des emplois et lutter aussi contre l'insécurité alimentaire. Merci. Et concernant la journée mondiale de l'alimentation, le représentant du programme des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, a fait une importante déclaration que je vous propose de suivre. En cette journée mondiale de l'alimentation, nous célébrons le 80e anniversaire de la création de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. Il faut noter que depuis des décennies, la FAO œuvre sans relâche pour libérer l'humanité de la faim et bâtir les systèmes agroalimentaires durables et inclusifs. Aujourd'hui encore, plus de 8% de la population mondiale souffre de la sous-alimentation chronique, alors même que la planète produit suffisamment pour nourrir tous ses habitants. Cela nous rappelle notre responsabilité collective, avancer ensemble vers un monde sans fin. Mesdames et messieurs, depuis sa création,
la FAO et ses pays membres ont accompli de grandes avancées, à savoir l'élimination du virus de la peste bovine, la création du Codex Alimentarius pour garantir la sécurité alimentaire des aliments, la mise en place des mécanismes d'alerte rapide pour les risques agricoles et le soutien continu aux pays face aux crises comme les invasions acridiennes ou les chocs climatiques. Ces réussites montrent qu'ensemble, avec la volonté politique, coopération et solidarité, nous pouvons transformer les défis en opportunités. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, cette année, le thème de la Journée mondiale de l'alimentation est « Main dans la main pour des aliments et un avenir meilleur ». Ce thème nous invite à bâtir des systèmes agroalimentaires de demain autour des 4 améliorations, à savoir amélioration de la production pour produire plus ou moins de ressources, améliorer la nutrition pour garantir une alimentation saine et équilibrée à tous, améliorer l'environnement pour préserver nos écosystèmes, améliorer les conditions de vie pour assurer la dignité et la prospérité des populations rurales. Ces 4 améliorations incarnent notre vision d'un avenir où personne n'est laissé de côté. Et à l'occasion de cette journée mondiale de l'alimentation, le ministre de l'Agriculture, Mohamed Awale, a fait également une déclaration similaire que je vous propose de suivre. Nous célébrons la journée mondiale de l'alimentation dont le thème est « Main dans la main pour des aliments et un avenir meilleur », une journée qui nous unit autour d'une cause universelle. Le droit fondamental de chaque être humain à une alimentation saine, suffisante et durable. Cette année, la commémoration revêt une dimension particulière. Elle marque également le 80e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation. Depuis 8 décennies, la FAO se tient aux côtés des peuples et des gouvernements pour bâtir un monde libéré de la faim et des inégalités. Chers concitoyens, la République de Djibouti participe activement à ce mouvement mondial. Sous la conduite éclairée de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, et avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers, notre pays a engagé une stratégie ambitieuse pour transformer son agriculture, renforcer la sécurité alimentaire et améliorer les conditions de vie des populations vulnérables. Chers concitoyens, nous travaillons chaque jour à promouvoir une agriculture durable et résiliente adaptée à notre climat aride. Une gestion rationnelle de l'eau, aux technologies innovantes et à l'énergie solaire. La valorisation de notre potentiel maritime et halieutique au service de la sécurité alimentaire et de la création d'emplois. Et surtout, l'implication de notre jeunesse et des femmes rurales, de nos femmes rurales, véritables actrices du changement. Notre vision est claire, construire des systèmes alimentaires justes, inclusifs et productifs où chaque jeune, chaque femme et chaque producteur rural devient un acteur du changement et un bâtisseur de l'avenir. Dans l'actualité également, le colonel Waïs Omar Bogoré, commandant des gardes-côtes djiboutiens, a accueilli au camp de Doralé le général Khaled Ali Mohamed Salah, commandant des gardes-côtes du Yémen, et l'amiral Ahmed Hurre Hariye, commandant des gardes-côtes du Somaliland. À leur arrivée, les hautes autorités des gardes-côtes du Yémen et du Somaliland ont été reçues avec les honneurs militaires réservés à leur rang. Les troupes d'honneur de la garde-côte djiboutienne leur ont rendu les salutations officielles en présence des officiers supérieurs de l'institution, marquant ainsi le respect et l'estime mutuelle entre les forces maritimes de la région.
Et par la suite, cette visite placée sous le signe de la fraternité et de la coopération régionale a permis d'aborder de manière approfondie les défis communs auxquels font face les pays riverains de la mer Rouge, du détroit de Bab el-Mandeb et du golfe d'Aden. Les échanges ont porté notamment sur la sécurité et la sûreté maritime, la lutte contre la piraterie, le terrorisme maritime, les trafics illicites ainsi que sur la nécessité de renforcer la coordination opérationnelle entre les différentes forces côtières. Et les trois commandants ont souligné l'importance de la collaboration régionale dans la préservation de la stabilité maritime et ont réaffirmé leur volonté de poursuivre et d'intensifier les efforts conjoints pour faire de cette zone stratégique un espace sûr et prospère. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, le Djibouti Ship Repair Yard a procédé aujourd'hui au lancement officiel des travaux de maintenance du navire MV Africa Sun. Cette opération d'envergure comprend plusieurs volets techniques, l'inspection de la coque et des structures sous-marines, travaux sur le système électrique d'autonomisation, réparation structurelle de ponts, entretien de systèmes de cuves et de tuyauterie et vérification de sécurité et conformité réglementaire. Pour mener à bien ce programme de maintenance, 150 techniciens et ouvriers spécialisés ont été mobilisés, témoignant de l'expertise et du savoir-faire local du DSRY. Ces travaux s'inscrivent dans les standards internationaux de qualité avec un objectif de performance et de livraison dans le délai imparti. À l'issue de cette phase de maintenance personnalisée, le MV Africa Sun reprendra son service régulier entre les ports de Djibouti, Jeddah, Port Soudan, Massawa, Djebel Ali et Port Khalifa, contribuant ainsi à renforcer la connectivité maritime régionale et à soutenir les échanges commerciaux dans la zone. La flotte battant pavillon djiboutien se compose de 5 navires, 3 dédiés aux opérations de Red Sea Bunkering et 2 exploités par la Djibouti Shipping Company. Véritable fierté nationale, le Djibouti Ship Repair Yard est reconnu comme le plus grand chantier naval de réparation de la mer Rouge et de l'Afrique de l'Est. Premier établissement de ce type dans la région à disposer d'une telle capacité technique et logistique, il consolide la position stratégique de Djibouti en tant que hub maritime de référence. En nouvelle régionale, à présent, le gouvernement fédéral de Somalie, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, a tenu la première réunion du comité directeur du projet ACBAD visant à renforcer l'agriculture résiliente au climat et à améliorer la sécurité alimentaire dans le pays. Le projet est financé par le Fonds vert pour le climat à hauteur de 94,9 millions de dollars et prévoit la restauration de plus de 41 800 hectares de terres dégradées, l'amélioration de la gestion de l'eau et l'adoption des pratiques agricoles intelligentes face au climat. Plus de 2 millions de Somaliens devraient bénéficier du projet, dont 1,15 million de bénéficiaires directs. Et enfin, c'était dans les titres de cette édition, Israël rouvre le passage de Rafah et autorise l'entrée de 600 camions d'aide humanitaire à Gaza. Selon la chaîne publique israélienne Khan, le gouvernement israélien a décidé aujourd'hui d'ouvrir le passage de Rafah, reliant la bande de Gaza à l'Égypte, et de permettre l'entrée de 600 camions d'aide humanitaire dans le territoire. Cette décision intervient après la restitution à Israël des dépouilles de 4 otages israéliens. Initialement, Tel Aviv avait prévu de maintenir la fermeture du passage en réponse au refus présumé du mouvement de résistance palestinien, le Hamas, de restituer les restes des autres otages. Cependant, le gouvernement a finalement renoncé à des mesures punitives envisagées contre le mouvement de résistance palestinien, dont la réduction de moitié du nombre de camions autorisés à entrer à Gaza. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci pour votre très aimable attention.